Et l'ORTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Le programme démobilisation, désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration des ex-combattants a été officiellement lancé hier par le ministre en charge de la réconciliation. 2000 ex-combattants seront intégrés dans les forces de défense et de sécurité en tant que soldats de deuxième classe. 1000 autres seront insérés dans la vie socio-économique. Levée des boucliers des associations fêtières de la presse malienne contre les nouvelles redevances radio et télé. La mesure ne concerne pas les conventions en cours. À suivre les explications du président de la haute autorité de la communication chargé de l'application de cette mesure. La prison à vie, c'est la peine que le procureur du tribunal d'Abidjan a requise hier pour 4 accusés qui sont jugés en appel pour l'attaque terroriste de Grand Bassam qui avait fait 19 morts en 2016. En sport, la 4e journée du championnat de foot féminin et les matchs en retard des 5e et 4e journées du championnat de Ligue 1 professionnelle constituent le menu de la page sport. L'amélioration végétale et le changement climatique, c'est la problématique abordée aujourd'hui dans la chronique de l'environnement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Almata Ouattara et mise en ligne par Badi Touré. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a présidé hier au lancement du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration des ex-combattants. C'était à la faveur d'une conférence de presse. Le programme concerne 3000 ex-combattants. Le ministre Ouagué a saisi de l'opportunité pour insister sur la rigueur et la transparence dans le processus de réinsertion. Les détails avec Youssouf Diakité. Cette conférence de presse animée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale lance officiellement le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration des ex-combattants. Pour cette première phase, ils sont 3000 ex-combattants à bénéficier du programme. Général de corps d'armée Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Le programme DDRI 2024 s'inscrit dans la continuité de l'engagement pris lors du dialogue intermalien où l'intégration, la réinsertion des ex-combattants a été identifiée comme une recommandation. Ainsi, pour cette année, 2000 ex-combattants issus des groupes républicains seront intégrés dans les forces de défense et de sécurité en tant que soldats de deuxième classe. 1000 ex-combattants bénéficieront d'une prise en charge dans le cadre de la réinsertion. Déjà, les représentants des différentes communautés ont notifié leur adhésion à l'initiative gouvernementale et ont exprimé leur soutien aux autorités, saluant leur engagement en faveur de la sécurisation des populations et de leurs biens, ainsi que leur action déterminée en faveur de la paix et de l'unité nationale. Il s'agit aussi de créer un climat de confiance avec les différents groupes et communautés, de favoriser une réconciliation sincère et durable. La paix ne se décrète pas, elle se construit chaque jour par des actes concrets et un engagement sincère de toutes les parties prenantes. Le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour que chaque ex-combattant réintégré ou intégré trouve sa place et puisse contribuer positivement à la sécurité et au développement. Les journalistes ont posé des questions en rapport avec le succès du processus. En réponse, le ministre dira que le succès du processus dépend de l'engagement des acteurs pour l'atteinte de l'objectif recherché, la paix. Fin de formation pour 40 migrants de retour au pays. Ils ont reçu des mains du ministre chargé des Maliens établis à l'extérieur et celui de l'entrepreneuriat national leurs attestations d'apprentissage au centre de formation professionnelle de Sénou, une formation lancée en octobre 2024 pour leur permettre de s'insérer dans la vie socio-économique, nous dit Awa Adama Koulibaly. Des milliers de Maliens prennent chaque année le chemin de la migration. Pour la plupart d'entre eux, c'est le manque d'activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un vieux souvenir pour 40 d'entre eux de retour au Bercail. Yaya Togola, porte-parole des récipiendaires. Ces formations ne sont pas seulement des compétences professionnelles acquises, mais elles représentent aussi des outils qui vont nous permettre de réaliser nos rêves et d'apporter une contribution positive à nos communautés. Un migrant qui revient
est certes une victoire, mais aussi et surtout un gros défi pour les autorités. Moussa Ag Attaher, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Notre ambition était de doter nos compatriotes de retour au pays de compétences et de savoir-faire avec pour objectif de leur permettre de s'insérer dans la vie socio-économique et de contribuer activement au développement de notre pays. Un engagement abouti. Formés à présent, les bénéficiaires sont attendus sur tous les plans, professionnels que social. C'est Oumou Sall, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous comptons sur vous pour être des acteurs du développement, des modèles de résilience et de réussite, capables d'inspirer d'autres jeunes à emprunter le chemin de la formation et de l'entrepreneuriat. Pendant 12 semaines, les 40 migrants ont pu acquérir des connaissances en bâtiment, coupe-couture et en transformation agroalimentaire. Ils ont également quelques semaines d'expérience grâce au stage de perfectionnement. Quant au ministre de l'Énergie et de l'Eau, il vient de visiter le chantier du nouveau poste d'interconnexion de Kambila. Il s'agissait pour Boubacar Diané de s'assurer de la bonne exécution des travaux qui ont accusé du retard. Ils sont exécutés à 85% et le nouveau délai fixé à l'entreprise est le 30 juin prochain. Quand il sera opérationnel, ce poste devra considérablement améliorer la desserte en électricité. Boubacar Bablin Touré a suivi la visite pour nous. La question énergétique au Mali est un défi de taille pour les autorités de la transition. Dans son agenda de ce mardi, une visite de terrain qui a concerné le nouveau poste d'interconnexion de Kambila en chantier. Chantier dont les travaux ont été lancés en 2021 et qui devrait s'achever le 31 décembre 2024. Un délai qui a été prolongé jusqu'au 30 juin prochain. Exécutée de nos jours à hauteur de 85%, la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans une vision globale énergétique de notre pays en lien avec la politique des pays membres de l'OMVS en termes de production et de fourniture d'électricité. Sering Sambounyang, coordinateur projet régional Manantali 2. Nous avons une deuxième ligne prioritaire qui porte sur la construction de cette ligne qui va de Manantali à Kambila. Et la spécificité est que cette ligne vient en doublement à la première ligne existante qui a été construite en 2002, toujours dans le cadre régional de l'OMVS, permettra de sécuriser, de fiabiliser et de renforcer la capacité de transit vers la ville de Bamako et ses environs. Nous avons aussi une troisième ligne qui va de Kaï à Yelimane pour entrer sur le territoire mauritanien avec 3 postes Tintan, Kifa et Ayoun. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Pour ce que nous avons vu, c'est satisfaisant, mais pas à hauteur de souhait, je vais le dire carrément. Alors, nous sommes venus passer un message à l'entreprise que ce projet doit s'achever à date. Parce que le projet, quand ça va s'achever, entre dans un plan énergétique que nous avons bien conçu et ça va soulager énormément la population de Bamako et environnement. Le développement de la ligne Manantani-Bamako, si en juin on l'a, la crise énergétique que nous connaissons aujourd'hui va trouver un début de solution pérenne. La visite du site de Kambila a été mise à profit par le ministre de l'Énergie pour faire une escale au poste de distribution de Kati où il a aussi visité les installations. Le 31 décembre dernier, par arrêté interministériel numéro 4474, le gouvernement fixe les montants et les modalités de paiement des frais de délivrance et de l'autorisation d'établissement d'exploitation et de changement de typologie des services privés de communication audiovisuelle. La mesure qui sera appliquée par la haute autorité de l'audiovisuel, HAC, a provoqué une levée de boucliers au sein des différentes frontières de la presse qui souhaitent son retrait au motif que la période est mal indiquée. En effet, les redevances payées par les radios et télévisions privées, surtout celles commerciales, connaissent une hausse, mais les conventions en cours ne sont pas concernées par cette mesure. Selon le président de la HAC, il explique le pourquoi de cette mesure avant d'appeler les uns et les autres au respect de la réglementation. Gaussou Koulibaly est au micro de Al-Housseni Touré. C'est bon de préciser déjà, ces arrêtés ne s'appliquent pas aux conventions en cours. Ces arrêtés ne seront appliqués qu'à la fin des conventions. Et les conventions des radios, c'est tous les 5 ans que c'est renouvelable. Les conventions des télés, c'est tous les 10 ans. Donc, les conventions en cours ne sont pas concernées par ces arrêtés. C'est les nouveaux appels à candidature pour autoriser des nouvelles télés et de nouvelles radios, alors, ou de faire installer de nouveaux distributeurs ou diffuseurs qui seront concernés par ces arrêtés. Et bien entendu, entre-temps,
une radio ou une télé installée, si elle veut changer de typologie, c'est-à-dire changer par exemple du statut de commercial à non commercial, là, en ce moment, cette radio ou cette télé, elle sera soumise aux nouveaux arrêtés. Sinon, ces textes ne sont pas d'application immédiate. Nous avons vu sur les réseaux sociaux la sortie des fêtières, mais ça part d'abord d'une maldonne. La maldonne, c'est quoi? C'est que dans les principes du travail gouvernemental au Mali, obligation est faite au gouvernement, c'est-à-dire à l'initiateur de tout projet de texte, d'entendre les partenaires sociaux intéressés par le projet de texte. Mais c'est un avis purement consultatif. Il n'est pas délibératif. Et les fêtières ont été consultées. On les a entendues. Elles ont répondu par écrit. Alors, avant même qu'elles ne répondent par écrit, on les a fait asseoir, on a échangé, et après, néanmoins, on leur a fait parvenir des correspondances. Elles ont répondu pour donner leur avis. Ces avis ont été remontés à qui de droit, et sur la base de toutes les analyses faites, les arrêtés ont été signés. La maldonne vient du fait que les fêtières pensent que dès lors qu'elles ont dit, et en substance c'est ce qu'elles ont dit, que le moment n'est pas opportun, élaborer et signer et adopter ces arrêtés. Dès lors donc que les fêtières ont dit que le moment est inopportun du point de vue économique, entre autres, crise énergétique, crise sécuritaire, Covid et tout ce qui s'ensuit, que donc les projets devaient s'arrêter là. Non, aucun texte au Mali ne le dit. Dans le même espace, si vous prenez par exemple au niveau du district de Bango, des médias, des radios situées respectivement à 3 ou 4 kilomètres l'une de l'autre, il y a une qui paye régulièrement ses redevances. L'autre est à côté, dit bon, moi j'ai un problème énergétique, j'ai pas pu installer des panneaux, bien j'ai pas pu acheter un groupe, je peux pas payer ce que je dois à l'État. Mais au même moment, cette radio puise sur le marché publicitaire qui est commun à eux tous. Est-ce que c'est normal? Nous estimons que non. Donc, nous avons fait des rappels successifs que nous appelons des mises en demeure. Et quand nous avons vu que la sensibilisation quasiment a atteint son terme, courant 2024, nous avons commencé à sanctionner. Les nouveaux arrêtés, pour revenir à ce sujet, ont été pris d'abord pour essayer de nous rapprocher de ce qui se passe dans la sous-région en moyenne. Le Mali, jusque-là, pratiquait les taux les plus bas en matière de redevance annuelle. À l'étranger, la Côte d'Ivoire, avec la suite du procès en appel de l'attentat de Grand Bassam, le procureur du tribunal d'Abidjan, Bruno Aka-Djevier, a requis hier la prison à vie pour les 4 accusés qui comparaissent à la barre. Les 4 accusés ont déjà été condamnés à cette peine en première instance. Leurs avocats demandent leur acquittement, estimant que ces clients sont de simples lampistes et qu'ils n'ont pas agi en connaissance de cause. A rappelé que l'attaque de Grand Bassam, perpétrée en 2016 à environ 30 km d'Abidjan, a fait 19 morts. Reprise de combat dans l'est de la République démocratique du Congo. Après une accalmie de 48 heures, de violents affrontements ont éclaté hier entre l'armée congolaise et les M23 appuyés par des troupes rwandaises dans la localité d'Iyushi, dans la province du Nord Kivu. Le bilan est de plusieurs morts dans les 2 camps. Cette reprise des combats intervient 3 jours après un appel des dirigeants de l'Afrique orientale et australe en faveur d'un cessez-le-feu d'ici demain. C'était lors d'un sommet extraordinaire sur la RDC tenu en Tanzanie, Proche-Orient. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé hier de se retirer de l'accord de cessez-le-feu conclu en janvier dernier avec les Hamas et de reprendre le combat si les otages ne sont pas libérés samedi. La même menace a été proférée par le président américain Donald Trump qui estime qu'il faut annuler cet accord si le mouvement palestinien ne libère pas les otages. Il promet l'enfer au Hamas. Trump a réaffirmé son intention de contrôler la bande de Gaza. Il a menacé de sanctionner l'Égypte et la Jordanie si ces pays refusent d'accueillir les Palestiniens. Le secrétaire général de la Ligue arabe a déclaré aujourd'hui que son organisation n'acceptera pas les déplacements des Palestiniens de Gaza, propos tenus à l'issue d'une réunion qui se tient à Dubaï. Le président ukrainien est prêt à un échange de territoire avec la Russie si le président américain parvient à amener l'Ukraine et la Russie à la table des négociations,
nous échangerons un territoire contre un autre, a affirmé hier Volodymyr Zelensky, estimant que l'Europe, seule ne pourra pas assurer la sécurité de son pays. Une offre qu'il présentera au vice-président américain James David Vance, qu'il doit rencontrer vendredi prochain à la conférence de Munich sur la sécurité prévue du 14 au 16 février prochain. En Afghanistan, un attentat suicide a fait 5 morts et 7 blessés hier dans la province de Kunduz. L'attaque a été perpétrée devant une banque. Selon des sources locales, un kamikaze a fait détonner son gilet explosif au milieu des membres de la milice talibane rassemblés devant une banque publique pour y récupérer leur salaire. L'attaque a été revendiquée aujourd'hui par l'organisation État islamique. Nous entamons la page sport de cette édition essentiellement consacrée au football. Compétition européenne, les barrages allés de la Ligue des Champions ont débuté hier et s'achèvent aujourd'hui sur le continent. La CAF a procédé à la composition des chapeaux pour la CAN des moins de 20 ans prévus en Côte d'Ivoire. Au plan national, on parlera des matchs en retard, des 4e et 5e journées du championnat de Ligue professionnelle. Il sera question aussi de la 4e journée du championnat féminin. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Décidément, pas de repos pour les deux cadors du football malien, le Stade malien de Bamako et le Djoulouba Athletic Club, qui seront sur la pelouse ce mercredi dans le cadre du championnat national. Ainsi, au compte du match en retard de la 4e journée, le Stade malien de Bamako affronte cet après-midi à 16h au Stade Mamadou Konaté les Étoiles du Mandé qui occupent la dernière place du classement avec 9 points. Juste après cette affiche, il y aura Djoulouba Athletic Club Binga FC, comptant pour la 5e journée en retard. Les Rouges de Bamako, en cas de victoire, prendront provisoirement la tête du championnat national. S'agissant du championnat national féminin, il sera à l'honneur aujourd'hui à la faveur de la 4e journée. 4 affiches sont prévues. À Sikasso, AS Momo reçoit les Amazones de la commune 5. Sur le terrain du Real, Entente joue contre Soudoubaba de Mopti. À Djelibougou, l'AS Mandé affronte l'AS Police. Et à Kaya, Tigresse de la localité accueille l'AS Real de Bamako. Quant aux deux derniers matchs de cette 4e journée, ils se jouent demain jeudi. La Confédération africaine de football a procédé à la composition des chapeaux de la CAN Junior prévue en Côte d'Ivoire. 3 chapeaux ont été ainsi constitués. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria sont dans le chapeau 1. Le chapeau 2 est composé du Congo, de l'Égypte et de la Zambie. Et le chapeau 3 comporte le Ghana, la RD Congo, le Maroc, la Sierra Leone, le Kenya, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Concernant la date du tirage au sort de cette CAN des moins de 20 ans, elle n'a pas encore été déterminée par la CAF. Le tribunal arbitral du sport TAS, la plus haute instance juridictionnelle du sport, a adressé une communication officielle à la CAF lui demandant de répondre au recours introduit par Samuel Eto'o-Fils. La légende du football camerounais avait saisi le TAS par rapport à la décision de la commission de gouvernance et du comité exécutif de la Confédération africaine de football qu'il avait exclu des élections avec comme motif qu'il ne respectait pas les critères d'éligibilité pour un poste au sein de la CAF. En conséquence, l'instance dirigeante du football africain devra répondre au recours de Samuel Eto'o. Et si le verdict s'avère favorable à ce dernier, les listes des candidats aux élections du comité exécutif de la CAF pourraient être annulées ou modifiées. Ligue européenne des champions nouvelle formule, les matchs de barrage aller, suite et fin de ces matchs de barrage aller ce mercredi avec 4 rencontres. À 17h45, Club Bruges reçoit Atalanta Bergame d'Italie. Il y aura 3 matchs à 20h. L'AS Monaco affronte Benfica Lisbonne. Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas sera face aux Italiens de Milan AC et Celtic d'Écosse joue contre le Bayern Munich. Hier, victoire 3-2 en déplacement du Real Madrid qui renverse Manchester City dans les derniers instants de la partie. Les Allemands du Borussia Dortmund s'imposent en déplacement 3-0 chez le Sporting Lisbonne. Même score de 3-0 pour le Paris Saint-Germain face à Brest dans le duel 100% français. Et victoire 2-1 à domicile de la Juventus de Turin contre le PSV Eindhoven des Pays-Bas. Chronique de l'environnement. Face aux défis posés par les changements climatiques, l'amélioration végétale se révèle être un levier essentiel pour garantir la résilience des cultures et la sécurité alimentaire. Sélection variétale, agroforesterie et préservation des semences locales sont autant de stratégies qui permettent aux producteurs de mieux s'adapter aux conditions climatiques extrêmes. Amélioration végétale et changement climatique, quelles solutions pour un avenir durable? C'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly.
Les impacts du changement climatique sur l'agriculture sont multiples. Sécheresse prolongée, irrégularité des précipitations, appauvrement des sols et prolifération de nouvelles maladies. Face à ces défis, l'amélioration végétale devient une nécessité pour développer des variétés plus résistantes, adaptées aux nouvelles réalités climatiques. L'une des approches clés est la sélection variétale, qui vise à identifier et multiplier des plantes naturellement plus robustes face au stress hydrique et thermique. Mambi Fofana, spécialiste en agroforesterie. Le comportement performant constant de ces arbres-là pendant plusieurs années, et tu auras conclu que ces arbres ont des caractères génétiques spécifiques qu'on peut rechercher et reproduire. On prélève les greffons sur ces arbres-là afin de pouvoir procéder à la mise en place de nouvelles plantations et des plantations beaucoup plus performantes. Et tous les arbres qui seront plantés, qui seront issus de ces boutures-là ou de ce procédé de greffage auront les mêmes performances. C'est très important en matière de production agricole. On peut produire quand la pluie est au rendez-vous. Mais si la pluie n'est pas au rendez-vous, les qualités du sol sont médiocres. On ne peut pas produire. Mais quand vous plantez des arbres, vous allez produire bon an, mal an, parce que les arbres sont moins sensibles à la situation climatique annuelle que les cultures annuelles. Donc l'agriculture de plantation est très très importante. Pour Mambi Fofana, il est essentiel de valoriser les connaissances locales et les semences paysannes. La sélection des plantes mères se fait à travers une longue période d'observation. Cette longue période d'observation connaît les fluctuations climatiques. Il y aura eu des années où il n'y a pas eu de pluie suffisante et des années où il y a eu des pluies en abondance. Mais je dis, quelle que soit la situation atmosphérique annuelle, ces sujets-là donnent une production abondante et de qualité. Ça veut dire que c'est les sujets les mieux adaptés aux réalités climatiques changeantes. Donc, sont à même de mieux gérer les fluctuations climatiques. Lorsque vos plants sont issus de bouturage et de greffage et émanant de ces sujets sélectionnés sur la base de leur meilleure adaptabilité, à ce moment, vous avez une plantation déjà adaptée au changement climatique. Parce que ce n'est pas les arbres les moins performants sur lesquels vous allez prélever les greffons, ni les boutures. Ce n'est pas sur les arbres les moins performants que vous allez faire le marcottage. C'est sur les plus performants, les arbres qui sont distingués comme meilleurs. Alors que le changement climatique redessine les cartes de la production agricole, l'amélioration végétale apparaît comme une réponse incontournable pour garantir l'avenir des cultures et la sécurité alimentaire. Grâce à des approches combinant innovation scientifique et pratiques traditionnelles, des solutions existent pour bâtir une agriculture plus durable et résiliente. La balle est désormais dans le camp des chercheurs, des agriculteurs et des décideurs politiques pour faire de cette transformation une réalité. Cette chronique met un terme à cette édition présentée par Chara Konati avec la collaboration de Ousmane Dao pour la réalisation, Alimata Ouattara pour la mise en onde, Badji Touré pour la mise en ligne. Une édition à retrouver sur nos plateformes. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer avec Kani Keita et Adama Koulibaly. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.